Chaque année, des millions d'euros se font voler à la diaspora africaine. C'est vrai qu'on en parle déjà, mais j'estime que vu l'ampleur de la situation, on n'en parle pas assez. Pourquoi tant de membres de la diaspora se font arnaquer? Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les arnaques les plus courantes. Nous allons voir pourquoi est-ce que la diaspora est souvent ciblée, mais aussi nous allons voir comment s'en protéger. Je n'ai heureusement pas fait toutes les erreurs que je vais présenter dans cette vidéo, mais j'en ai fait suffisamment. Dans le cadre de mes recherches, je suis tombé sur des histoires à glacer le sang. Donc si tu es de la diaspora africaine et prévois rentrer ou investir au pays, suis-moi jusqu'à la fin parce que ça pourrait peut-être te sauver des milliers d'euros. Bienvenue chez Dr. K. Si tu es intéressé de médecine, de santé, d'entrepreneuriat et l'avenir de la diaspora te tient à cœur, dans ce cas tu es au bon endroit. Ici, on apprend, on partage et on évolue ensemble. Si vous pensez que ça ne va jamais vous arriver, détrompez-vous. Parce que c'est aussi ce que moi je pensais. Et j'ai appris qu'il y aura toujours plus malin que soi. Il y aura toujours un poisson plus gros que soi-même. Moi, je me rappelle que la première fois que ça m'est arrivé ici en Allemagne, c'était, je crois, il y a un truc comme 6 ans de cela. C'était quand mon passeport a expiré pour la première fois. Il faut savoir qu'ici en Allemagne, du moins s'il y a 6 ans de cela, c'était extrêmement difficile de renouveler son passeport parce que les ambassades n'étaient pas fiables. Il y avait trop de réseaux mafieux autour de refaire son passeport. Du coup, je ne sais pas comment j'ai fait pour tomber dans cette conversation avec cette tata, moi. Mais en tout cas, c'est une tata avec qui j'ai grandi. Je vais pas citer son nom ici. Mais en tout cas, en gros, elle m'a fait comprendre qu'elle a la solution. Que oui, si c'est que je parle des ambassades, naturellement, je vais pouvoir le faire. Mais en général, dans les ambassades, ça arrivait très souvent que ils prennent ton dossier, s'assoient sur ton dossier même pendant 1 an, 2 ans, pour après te dire que ton passeport n'est pas sorti. Ce ne sont pas des histoires. Et du coup, on nous parlait souvent des réseaux au Cameroun où en 2 semaines, tu peux avoir ton passeport. On appelait ça, je crois, le passeport express. Ma tata me fait parler de ça et me fait comprendre qu'elle a une collègue qui est dans ce réseau et qu'elle peut parler pour moi et qu'on va essayer de voir si c'est possible de faire le passeport de cette façon-là. Elle revient vers moi et me fait comprendre que oui, c'est absolument possible, mais ça va me coûter environ 300 000 francs CFA. Et je crois qu'à l'époque, je ne suis pas sûr, mais je crois que le passeport, même depuis l'Allemagne, coûtait moins de 100 000 francs CFA. Donc, c'est-à-dire le prix normal, c'était moins de 100 000 francs CFA. Et le prix rapide, c'était dans minimum le triple, quoi. Donc, du coup, elle me dit, genre, il faut que tu avances la moitié. Et dans 2 semaines, tu avances la moitié, tu donnes tes dossiers. Et dans 2 semaines, ton passeport va sortir. Donc, naturellement, j'envoie mes dossiers, j'envoie la moitié de l'argent. Et 2 semaines plus tard, on me revient, on me dit que, en fait, il y a un délégué ou bien un fonctionnaire assis quelque part qui ne veut pas faire passer mon dossier, il a besoin de plus. Donc, il veut que sa part d'argent n'est pas suffisant. C'est comme ça que, ok, on me dit que ça va coûter un truc comme, je crois, c'est entre 50 et 100 000. Donc, du coup, j'envoie encore. Il faut savoir que là, c'est juste la moitié. C'est juste carrément la moitié. Parce que le deal, c'était, je donne la moitié avant et je donne la moitié quand le passeport sort. J'avais déjà dépensé 150 000 francs CFA. Et voilà un autre 50, je crois que c'était 50 ou 100 000, comme ça, je me rappelle plus très exactement. En tout cas, voilà une autre partie de l'argent que je donne et j'attends mon passeport. Un truc comme 2 semaines plus tard, je ne vois pas toujours mon passeport et du coup, on me fait comprendre que oui, ça bloque. Disons que c'est à partir de ce moment-là que je me suis réveillé, que je me suis dit que peut-être que l'affaire ci n'est pas très claire. Donc, je suis parti voir ma mère. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas parlé de ça à ma mère avant de partir voir ma tata. En gros, quand ma mère, ce qu'elle est, elle a mis un peu le feu. Donc, du coup, la situation a pu finir par s'arranger parce que disons que ma mère a plutôt du tempérament. Donc, la situation finit par s'arranger. Mais c'était la première fois hors du pays que je me faisais arnaquer. Ça m'a vraiment étonné parce que, disons qu'au pays, je me suis suffisamment fait arnaquer. Donc, du coup, en quittant le pays, je croyais que j'avais une peau de serpent, une peau de crocodile en ce qui concerne l'arnaque. Mais, quand même, c'était la première fois et c'était pas non plus la dernière fois. Il faut aussi se le dire, l'arnaque n'existe pas qu'en Afrique parce que même ici en Allemagne, je me suis fait arnaquer par plusieurs autres nationalités, y compris les Allemands. Donc, c'est un truc humain. C'est pas un truc spécifique. Naturellement, quand les gens sont dans le besoin, ils vont tendre plus à ces pratiques. Mais c'est un truc de général. Donc, c'est que tu n'es pas obligé d'être africain pour apprendre de ces histoires ou bien pour être alerte et méfiant. Mais en général, sache que c'est un truc humain. Et tu dois toujours te méfier. Peu importe. Mais en tout cas, j'ai appris cette leçon-là. Ce jour-là, et je me suis dit, j'ai été plus vigilant. Malgré ma vigilance, je me suis quand même toujours fait arnaquer. Mais c'est beaucoup plus difficile, ça a beaucoup été plus difficile. Bon, il fallait quand même que ce soit des gens à qui je fais vraiment confiance, mais bon, ça arrive. Donc juste pour dire que, en général, les arnaques, ça vient quand même d'une place de confiance, parce que tu ne vas jamais donner ton argent à quelqu'un à qui tu n'as pas confiance, sauf si tu n'as pas d'autres options. Les escroqueries aux documents officiels sont extrêmement répandues. Donc tout ce qui concerne carte d'identité, passeport comme dans mon cas, acte de naissance ou quelconque autre document officiel. Donc là, quand quelqu'un veut vous présenter un shortcut, un raccourci, il faut faire très attention. Il y a aussi d'autres formes d'escroquerie, comme par exemple l'escroquerie à l'immobilier, les immobiliers fantômes. Tu passes des années, des dizaines d'années à envoyer ton argent au pays et du coup, le jour où tu descends au pays, tu ne vois absolument rien. Même pas un pavot a été placé. Et tu dois mettre content si tu as le titre foncier de
de ton terrain. Il y a aussi des faux partenaires d'affaires. Par exemple, tu rentres dans ton pays natal, tu vois une opportunité de business, mais tu as besoin de quelqu'un de local qui va s'occuper de la structure. Mais bon, il finit par faire ce qu'il veut. Il y a aussi le scam, ou bien du moins les arnaques, même dans l'amour, même dans les sentiments. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être qu'une fille te fait rêver que vous êtes en couple alors que alors qu'elle est juste là pour la ration que tu vas l'envoyer chaque mois. Ou bien ça peut aussi être qu'elle te dise qu'elle est tombée enceinte de ton enfant et que tu dois payer, que ce soit l'avortement ou bien tu dois payer les frais médicaux, des choses comme ça. Alors qu'en réalité, elle n'est absolument pas enceinte. Mais s'il y a une forme d'arnaque qui me fait le plus mal, c'est l'arnaque sur les maladies. Par exemple, on te dit que telle personne est malade, donc il faut envoyer l'argent pour amener la personne à l'hôpital. Parce que ça touche vraiment une corde sensible, une corde vraiment de confiance. Parce que tu ne veux pas voir la personne aller beaucoup plus mal qui ne va actuellement. Et du coup, tu es en train de faire de ton mieux pour rétablir, pour aider à traiter ces personnes. Mais en réalité, en fait, c'est juste une supercherie. En fait, dans ce cadre d'arnaque médicale, j'ai effectivement un ami. Son oncle, à lui, il est revenu du Cameroun, il était en France, il s'est carrément fait interner dans un hôpital psychiatrique parce que il avait pété un câble. Disons que pendant, je crois, un truc comme 7 mois, on lui avait fait comprendre que son tonton à lui était malade et qu'on avait besoin d'assistance financière. Donc chaque jour, il travaillait, il faisait carrément plusieurs jobs pour pouvoir justement non seulement se financer, mais aussi financer la maladie de son tonton, ou du moins aider à payer les frais de traitement de son tonton. Maintenant, 6 mois plus tard, on lui fait comprendre que le tonton il est décédé. Donc du coup, on a besoin d'argent pour organiser le deuil, pour organiser les funérailles, pour organiser le deuil, tout ça. Donc du coup, c'est comme ça qu'il ponctionne encore plus et il envoie encore plus d'argent. Malheureusement, il ne sera pas aux funérailles parce qu'il doit travailler. Donc du coup, en gros, il s'endette, il sue justement pour aider la famille au pays. Un an plus tard, un an après le deuil, quand tout s'est stabilisé, normalisé, il décide de rentrer au pays. À sa grande surprise, je crois, la deuxième semaine de son voyage, il rencontre son oncle qui était supposé décéder. Il ne l'a pas pris bien. Vraiment, c'était un choc émotionnel. Je crois que moi aussi, ça m'aurait choqué parce que j'ai le niveau de trahison. Vraiment, ça, c'est un autre niveau de trahison parce que là, c'est carrément une arnaque organisée parce que tu ne peux pas mentir comme ça en tant qu'une personne. Il faudra que vous soyez en groupe et que vous mentiez ensemble. Donc, vraiment, c'est une arnaque organisée et je crois que ça l'a changé. Et je crois que ça l'a changé sur le long terme. Je crois que beaucoup d'entre nous auraient réagi vraiment de la même façon. Je crois que moi, je ne suis pas sûr, mais je ne sais pas comment est-ce que j'aurais réagi, mais je sais quand même que ça aurait été rien de positif. Ouais, c'est l'arnaque qui personnellement me fait le plus mal, mais les autres arnaques, chacun sa sensibilité. Donc du coup, faites attention. À titre personnel, je me suis aussi beaucoup posé la question de savoir pourquoi la diaspora africaine se fait autant arnaquer. Parce qu'en fin de compte, très souvent, ils veulent aider, très souvent, ils veulent investir le pays, ils veulent investir dans leur propre pays, très souvent, ils veulent créer des richesses. Je me suis rendu compte en fait que c'est justement ça le profil parfait, parce qu'ils ont non seulement les ressources, mais ils ont aussi la confiance qui va avec, parce que c'est difficile d'arnaquer quand la personne n'a pas confiance en toi. Dans le cadre de mes recherches, je suis tombé sur l'histoire d'un entrepreneur ivoirien. En gros, il rentre en Côte d'Ivoire et il voit une opportunité d'ouvrir un restaurant. Malheureusement, pour pouvoir financer l'activité, il est obligé de rester en France pour pouvoir travailler et financer l'activité. Et du coup, il demande à un de ses meilleurs amis en Côte d'Ivoire si son ami pourrait gérer le restaurant. Son ami lui-même lui dit que non, il a ses propres projets, il ne pourra pas le faire, mais ma femme peut le faire. Du coup, il ouvre le restaurant, il laisse la femme s'occuper du restaurant. En fait, c'est un restaurant qui fait dans la friture, la rôtisserie, la boisson, donc en gros, poisson brise avec plantain mûr. Bon, ce genre de restaurant-là, quoi. En gros, c'est comme ça qu'il établisse tout, il paye le loyer, il installe tout, il achète tout ce qui est nécessaire. Donc, du coup, il fait son investissement full et du coup, il rentre en France. 4, 5, 6 mois plus tard, il se rend compte en fait que le restaurant ne fait pas tellement de profit. Ça fait suffisamment de marge pour payer les dépenses du restaurant, c'est-à-dire tout ce qui concerne les employés ou bien le stock ou bien les taxes. Donc du coup, il se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui bloque? 8, 10 mois plus tard, rien n'a changé. Donc du coup, il décide alors, un an plus tard, de faire une descente sur le terrain, une descente surprise, il ne prévient pas son ami, il ne prévient ni son ami ni sa femme. Et du coup, il arrive dans son restaurant un soir, il se rend compte en fait que le restaurant est plein. Donc genre, le restaurant a actuellement du succès et ça ne reflète absolument pas ce qu'il voit sur les fiches comptables. Et du coup, il interpelle la femme, il dit qu'il veut voir les fiches comptables. Et qui voit les fiches comptables, et il voit les inventaires, il se rend compte que non, ça ne matche pas. Et qu'il a commencé à faire le calcul, il s'est rendu compte en fait qu'il y avait une double comptabilité. Donc, en fait, ce que la femme faisait avec la complicité de son mari naturellement, parce que ce jour-là, son mari était aussi là, et il aidait aussi à vendre. Donc,
ils se rendent compte que, en fait, ils avaient une double comptabilité. Donc, du coup, il y avait un inventaire qui était sur sa charge, il y avait un autre inventaire qui était sur le nom du mari et de la femme. En gros, ce couple-là achetait de l'inventaire, que ce soit des poissons, que ce soit de la boisson, et du coup, les vendait et encaissait tous les profits qui vont avec. Mais dans l'inventaire du monsieur, ça se faisait vendre, mais pas en priorité. Et précisément pour couvrir les charges du business. Donc tout ce qui est charges d'entretien, de personnel, tout ça. Donc du coup, en gros, ce que le couple faisait, c'était déjà tout ce qui est profitable vient à nous et tout ce qui prend les coûts, tout ce qui a besoin, tout ce qui coûte cher, ou bien du moins tout l'entretien, toute la charge du business est à lui. Donc c'est pour ça en fait qu'il s'est rendu compte que il se faisait plumer. Il a repris son restaurant en main, heureusement, et du coup, depuis là, il se porte plutôt très bien. Mais quand même, ça a duré un an pendant lequel il passait son temps à réinvestir dans le business, un an pendant lequel il avait de l'espoir, et plus d'une relation ont été sacrifiées dans le processus. Donc du coup, c'est très regrettable, mais ce sont les choses qui arrivent. Donc faites attention. Pour revenir à notre question de départ, la diaspora africaine justement se fait très souvent arnaquer parce que déjà de 1, nous avons les ressources financières, de 2, on a beaucoup de compassion et beaucoup de pitié. Il y a aussi le fait que nous n'avons pas un réseau important sur le réseau local. Donc, ce qui fait que en temps de litige, à cause de la corruption, ce sera très difficile ou bien ce sera compliqué d'avoir gain de cause parce qu'on n'a pas les connexions, on n'a pas ce qu'on dit souvent les relations. Donc, c'est souvent très compliqué. Donc, du coup, ils savent que si peu importe ce qu'ils font, on va laisser, on va rien faire. Donc, ça fait de nous des proies faciles, quoi. D'un autre côté, c'est aussi nous, les gens de la diaspora, qui attirons ça sur nous parce que souvent, c'est parce qu'on veut les raccourcis. Mais c'est parce qu'on veut sauter les étapes qu'on se retrouve dans les situations où on se fait arnaquer. Par exemple, moi, dans l'histoire que vous ai racontée plus tôt, c'est parce que je ne voulais pas partir m'asseoir à l'ambassade comme tout le monde. Parfois, c'est aussi bien d'être honnête. Parfois, c'est nous-mêmes qui attirons ça sur nous. Parce que on veut les raccourcis. On ne veut pas passer par le chemin normal. On veut sauter les étapes. Dans mon cas, par exemple, avec cette histoire de passeport, je ne voulais pas partir m'asseoir à l'ambassade comme tout le monde, remplir les formulaires et, renouveler mon passeport. J'ai voulu avoir mon passeport en 2 semaines et à cause de ça, je me suis fait arnaquer. Le fait que la réalité de l'arnaque trône sur nous ne veut pas forcément dire qu'on ne va plus rentrer dans notre pays d'origine. Ça ne veut absolument pas dire qu'on va arrêter d'investir et ça ne veut absolument pas dire qu'on va arrêter d'aider nos familles. Juste que c'est un fléau comme les autres, pas seulement présent en Afrique, mais présent aussi dans d'autres pays, auquel il faut être conscient et se préparer. Du moins, ne pas être naïf que ça n'existe pas, mais être préparer et accepter que ça existe. C'est vrai que beaucoup d'entre vous vont trouver ça utopique, mais oui, c'est possible de rentrer au pays, voir que ce soit pour du tourisme, que ce soit pour investir, sans se faire arnaquer. Déjà, il faut savoir que l'arnaque en général, ce n'est pas un truc spécifique pour l'Afrique. C'est un fléau en général et dans n'importe quel pays du monde, vous pouvez vous faire arnaquer. Ça, c'est clair. Donc du coup, en général, il faut toujours avoir cette méfiance-là que vous pouvez vous faire arnaquer. Ça me rappelle une phrase que mon professeur de sport aimait beaucoup me dire au collège. La confiance n'exclut pas la méfiance. Donc du coup, faites très attention. Sinon, par rapport à comment investir en Afrique sans se faire arnaquer, ça me rappelle l'histoire d'un Togolais, de la diaspora canadienne surtout. Il voulait pour investir dans son pays d'origine, le Togo, il a engagé un avocat et il est passé par les services immobiliers. Donc du coup, il a engagé un avocat justement qui téléguidait en fait ses activités sur le territoire. Et oui, en quelques mois, il a eu son titre foncier et 1 an et demi plus tard, il a pu se bâtir son R+3, donc c'est-à-dire son immeuble avec 3 étages. Pourquoi est-ce que cette façon de fonctionner marche? Parce qu'il faut savoir que déjà de 1, en engageant des professionnels sur le terrain, ses propres professionnels ont leur propre réseau. Parce qu'ils ont dû survivre dans cet environnement. Donc du coup, ils ont leur propre réseau. Et en faisant pas à leur service, ou en achetant leur service, en fait, vous vous accaparez aussi ce réseau avec eux. C'est-à-dire, quand vous avez un avocat, par exemple, qui téléguide vos opérations sur le pays, vos opérations sur le terrain, oui, l'entreprise avec laquelle il va travailler, par exemple, saura que s'il blague, il risque d'entrer dans les problèmes, au fait. Donc, du moins, pour cette entreprise, ça sera beaucoup plus facile de voler quelqu'un qui essaie de téléguider lui-même à distance que de voler quelqu'un qui a un avocat qui le représente, au fait. Bon, naturellement, il faut qu'on se le dise, c'est vrai qu'un avocat peut aussi vous frapper, c'est vrai qu'une entreprise, même si vous avez un avocat, peut toujours essayer de vous arnaquer, mais disons que la probabilité que ça arrive sera très réduite. Maintenant, le deuxième point, c'est passer par des agences ou bien par des entreprises spécialisées. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui veulent construire une maison, ils viennent donner l'argent à leur maman ou à leur papa pour leur construire la maison. Parfois, les parents qui n'ont eux-mêmes pas de maison et qui n'ont jamais eu à bâtir, à réaliser un projet de la sorte. Il faut aussi que vous vous posez la question.
Quand vous donnez votre argent à votre papa ou à votre maman pour construire la maison, est-ce que est-ce que ce sont des architectes? Est-ce que ce sont des ingénieurs BTP? Est-ce qu'ils ont de l'expérience avec? S'ils ont de l'expérience avec lui, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, ça augmente, du moins ça diminue la probabilité de se faire arnaquer. Mais s'ils n'ont rien, la probabilité de vous faire arnaquer sera très grande. Et déjà, il faut qu'on le précise. Ce n'est pas que la famille ou les amis souvent veulent. En fait, dans le cas par exemple des parents, c'est pas souvent qu'ils veulent activement vous arnaquer, c'est juste que quand vous envoyez l'argent par exemple à papa ou à maman et qu'eux aussi ils ont déjà leur propre problème d'argent, ce qu'ils vont dire c'est qu'ils vont prendre votre argent, régler leurs problèmes et quand leur revenu va arriver, ils vont vous rendre votre argent, ils vont remettre cet argent dans le pot. Le problème c'est que les problèmes ne finissent jamais, donc du coup votre argent ne revient jamais dans le pot et jusqu'à ce que le projet commence ou bien finisse, que tout cet argent sera dilapidé. Ou bien ils vont arriver dans des situations où l'argent sera tellement petit pour commencer le sujet, pour commencer le projet, ils vont commencer à vous mentir tout simplement. Ça n'a pas commencé avec une intention d'arnaquer, mais c'est devenu avec le temps, à cause de mauvaises décisions tout simplement. Donc du coup, parfois, en fonction du projet que vous avez, ça fait beaucoup plus de sens de passer par des agences spécialisées, mais aussi de se munir d'un représentant légal sur place pour vous accompagner. Naturellement, je le précise, ça ne va pas aider la menace à zéro. Et aussi, ça sera beaucoup plus cher pour beaucoup d'entre vous, mais c'est aussi, comme je dirais, le prix à payer pour cette sécurité-là. Disons que je préfère investir 3 millions et avoir peut-être mon projet réalisé que d'essayer d'économiser et investir 1 million avec le risque que les 1 million de francs CFA n'aboutissent à rien. Donc, c'est juste un exemple. Oui, ça va coûter peut-être 2 fois, peut-être 3 fois plus cher, mais au moins, vous allez augmenter grandement la probabilité de ce projet de se réaliser, en fait. Pour résumer, c'est important de travailler avec des professionnels certifiés. Ça ne va pas éliminer la menace, mais ça va grandement diminuer la menace. Travailler avec des contrats, parce que c'est vrai que même si nos systèmes législatifs ne sont pas forcément les meilleurs, c'est toujours mieux d'avoir un contrat à la base duquel on peut batailler que de n'avoir pas de contrat du tout. Dans les cas d'opérations immobilières, par exemple, toujours avoir vos titres fonciers, toujours avoir les documents légaux qui prouvent et justifient que vous êtes propriétaire de votre bien. En ce qui concerne la famille, évitez de faire les affaires avec la famille. Faites toujours les affaires avec des gens que vous n'aurez pas de problème à les mettre en prison. Parce que dans les affaires, il y a toujours des risques. Et si tu ne traites pas avec quelqu'un à qui tu peux faire mal, ça peut être très problématique plus tard. Parce que qu'est-ce qui arrive s'il te vole, je ne sais pas, 1 million d'euros par exemple, et que c'est ton frère ou bien c'est ton membre de la famille. Si tu essaies de le mettre en prison ou bien tu essaies de le porter plainte, on connaît nos familles africaines. On va commencer à te dire comment c'est la famille, il faut laisser. Laisser quoi? 1 million d'euros. En tout cas, traitez les affaires avec des gens que vous pouvez mettre en prison. Et si vous ne pouvez pas les mettre en prison, faites attention. Et pour les hommes qui me suivez, bon, ça concerne aussi les femmes, mais surtout les hommes, essayez d'avoir une discipline sexuelle. Et si vous n'y arrivez pas, au moins protégez-vous. Parce que, au pire d'avoir un enfant, je crois que avoir une maladie sexuellement transmissible non traitable sera encore pire. Donc du coup, protégez-vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous aussi vous êtes déjà fait arnaquer, s'il vous plaît, mettez votre expérience en commentaire. Peut-être que ça va nous aider à moi et aussi à la communauté d'apprendre de vos erreurs, mais aussi de découvrir peut-être de nouveaux stratagèmes. Peut-être qu'il y a de nouvelles méthodes ici dehors dont on ne sait pas encore et qu'en écoutant ou en lisant votre histoire, nous allons en apprendre. Et aussi n'oubliez pas, l'information c'est la meilleure arme contre l'arnaque. Donc il n'y a pas meilleure arme contre l'arnaque que l'information. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de